ici, là, pour les questions. Merci beaucoup, Stavros, professeur de première classe. Là, donc, la parole à Yves Langevin, planétologue de l'Institut d'astrophysique spatiale. Il va se présenter lui-même et vite nous parler de la mission Bepi Colombo. Et Joyce. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez avec le micro. Moi, je préfère être un peu debout. Juste un petit complément par la présentation précédente. Il y a aussi un projet spatial pour les ondes gravitationnelles qui s'appelle LISA et qui fera sûrement des choses très bien, mais c'est en 2035, on n'est pas pressé. Alors, allons-y pour... Alors, donc, ce que je vais vous raconter en quelques minutes, donc, c'est comment l'Europe, finalement, a fait sa place dans le domaine de l'exploration planétaire. Effectivement, quand j'avais votre âge, j'ai eu 18 ans le jour où Armstrong est arrivé sur la Lune, en 69. Et pendant toutes ces années, pratiquement depuis Luna 3, qui a été la première mission planétaire, on a vu la face cachée de la Lune jusqu'au milieu des années 80. Finalement, l'exploration planétaire, c'est une affaire entre les Américains et les Soviétiques à l'époque, qui sont ensuite devenus les Russes. Pratiquement, l'Europe ne jouait aucun rôle. Et finalement, il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'on voit la toute première mission où l'Europe a joué un rôle, c'est la mission Giotto. Donc un survol de la comète de Halley qui a été décidé en 80, qui a survolé la comète en 86 et qui a donné cette image. On est passé à 600 km et s'est obtenu la première image haute résolution d'un noyau cométaire. Et il faut savoir que si cette mission a été sélectionnée, c'est non pas parce que la planétologie à l'époque passionnait les foules, mais parce que l'Agence spatiale européenne, qui venait d'être créée, elle avait été créée en 1976, cherchait un moyen pour avoir de la visibilité. Et la seule méthode qu'ils ont trouvée, et ça a très bien marché, c'est de se dire, la comète de Halley, tout le monde la connaît, si on la visite, les gens en parleront. Et effectivement, ça a mis l'Europe sur la carte de l'exploration planétaire. Ensuite, il y a eu un événement qui, pour le long terme, était encore plus important. L'Agence spatiale européenne, avec Roger Maurice-Bonnet, s'est dotée d'un programme à long terme. Ce qui veut dire concrètement qu'au lieu d'avoir une compétition féroce où les gens s'entretuaient tous les 2 ans pour avoir la mission d'après, on a regardé un peu plus loin que le bout de son nez pour placer des priorités, différentes communautés, sur une échelle de 20 ans. Alors ça a très bien marché, en particulier pour l'exploration du système solaire. Ça a permis assez vite d'avoir 2 missions majeures, une en collaboration avec les Américains, la mission Cassini-Huygens vers Saturne avec la sonde de descente en Titan, décidée en 88, fin de la mission en 2017. Vous voyez qu'il ne faut pas être trop pressé, comme l'a dit Stavros pour les ondes gravitationnelles. Et la mission Rosetta, définie en 93, rendez-vous cométaire, arrivée en 2016. Au départ, d'ailleurs, c'est une histoire intéressante. C'était là aussi une collaboration avec la NASA, mais la NASA a parfois l'amusante caractéristique de démarrer une collaboration et de l'arrêter en cours de route. On devait faire avec eux un retour d'échantillons cométaires. Ils sont barrés finalement en 91. On devait choisir la mission en 92. Il a fallu repositionner Rosetta comme un rendez-vous cométaire dédié à la matière cométaire, la matière primitive du système solaire. Et croyez-moi, ça n'a pas été de la tarte. On s'en est sorti, la mission a très bien marché. Par la suite, ça a continué très gentiment. Vous voyez en particulier 3 orbiteurs qui ont volé 2 autour de Mars, Mars Express 2004, un très grand succès scientifique qui tourne encore aujourd'hui. Un orbiteur plus récent, Trace Gates Orbiter 2017-2023, je me suis trompé d'1 an. Et un autre orbiteur de Vénus. Donc vous voyez que pratiquement, en l'espace de 20 ans, l'Europe, qui était complètement absente, s'est montrée pratiquement dans tous les coins du système solaire. Alors si vous regardez l'avenir, on a aujourd'hui 3 projets majeurs qui sont soit en cours, soit en phase finale de préparation. Vous avez un qui a été lancé, Bepi Colombo, qu'a mentionné Paola. Ce sont 2 orbiteurs de Mercure, un lancement réussi en octobre 2018 et des observations scientifiques dès début 2026. Vous voyez que pour nous, ça va vite, 7 ans, quelle vélocité. Alors ça va mieux d'ailleurs pour ExoMars, qui est un véhicule martien dédié à l'exobiologie, tout à fait dans le contexte de ce colloque. Là, on espère un lancement en juillet 2020 et ça ne met que 6 mois à 9 mois pour aller là-bas. Et enfin, une très grande mission vers le système de Jupiter avec un orbiteur de Ganymède qui va être lancé en 2022 et avec des opérations scientifiques en 2029-2034.
Et là, les différentes communautés sont très impliquées. Ça veut dire que finalement, en partant quasiment de rien, l'Europe est aujourd'hui clairement le deuxième acteur de l'exploration planétaire, avec un très bon rapport qualité-prix. Les États-Unis mettent à peu près 4 fois le budget que l'Europe et les pays membres, qui payent les charges utiles, l'Italie, la France et les autres, j'y reviendrai. C'est à peu près un quart du budget américain. Avec ça, on arrive non pas à faire aussi bien et plus que les Américains, mais à tenir tout à fait notre place et à avoir des très belles données à fournir à tous les étudiants qui travaillent dans ces domaines et qui sont de plus en plus nombreux. Alors on peut s'attendre à ce que la Chine, qui s'éveille sur ce sujet, passe progressivement devant, tout bêtement, parce que ils ont beaucoup de population, beaucoup de budget, une grande ambition stratégique, en particulier vers la Lune. Et donc, effectivement, il est possible qu'un jour, la Chine prenne cette place, comme au niveau économique, de deuxième acteur de l'exploration planétaire. Mais pour le moment, c'est l'Europe. Alors, il est important de noter que dans ce domaine de l'exploration planétaire, l'Italie et la France, c'est-à-dire la patrie de Leonardo et sa terre d'accueil, jouent vraiment un rôle majeur. Ça se voit déjà par les noms des missions. Vous avez vu passer Cassini, c'est un astronome né en Italie qui a fait toute sa carrière comme directeur de l'Observatoire de Paris. Je pourrais vous en citer d'autres. Pasteur, la charge utile d'ExoMars. Bepi Colombo, c'est un scientifique italien qui a été à l'origine de ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, qui est quasiment l'outil principal pour faire des missions planétaires ambitieuses. Et si vous regardez maintenant les équilibres, au niveau des publications, la France et l'Italie sont au 2e et 3e rang mondial derrière les États-Unis. La France est devant l'Italie sur les 20 dernières années. L'Italie fait des investissements très importants sur les missions planétaires. Il est possible que d'ici 5-10 ans, les deux soient à égalité ou même que l'Italie soit devant. Au niveau technique, pour Rosetta, la France a assumé la co-responsabilité de l'atterrisseur, dont je parlerai tout à l'heure, avec l'Allemagne. Pour ExoMars, qui est donc très orienté exobiologie, tout à fait dans la logique de ce colloque, c'est l'Italie qui est le premier contributeur, les Anglais et les Français étant assez nettement derrière. Donc vous voyez que de ce point de vue, la France et l'Italie, pour la planétologie, c'est vraiment les places fortes de ces communautés en Europe. Alors l'exploration planétaire, ce sont des machines extraordinaires. Vous avez déjà vu ces images plusieurs fois. Il est clair que Leonardo avait des idées originales. Et comme quelqu'un l'a dit récemment, parfois même pas forcément des idées qui marchaient de façon évidente. Eh bien, les équipes techniques et scientifiques des missions planétaires ont aussi beaucoup d'imagination et arrivent à des machines assez extraordinaires. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Tout d'abord, l'atterrisseur de Rosetta, donc en co-responsabilité française. C'est grosso modo un objet qui est accroché à la sonde Rosetta, qui a été largué. Alors cette première image, elle est très, très connue. L'atterrisseur était sur la sonde et il a photographié la comète sous le panneau solaire, ou au-dessus en l'occurrence, dans cette orientation, de la sonde. Ça montre cette idée d'exploration. Vous regardez sous votre panneau solaire, vous regardez l'objectif, l'image est très belle. Ensuite, vous avez la caméra de la sonde qui regarde l'atterrisseur juste au moment où il vient d'être déployé. Les pattes se sont déployées. Vous voyez qu'il y a 3 pattes en triangle. Et il est en route vers le noyau. Alors l'atterrissage a été mouvementé. Cette image-là, elle va beaucoup plus tard. C'est quand on a retrouvé Philae, presque à la fin de la mission orbitale, le malheureux avait fait 2 fois la culbute. Il s'était planté par une patte dans un trou. Et tout le monde se demandait où il était passé. Mais à l'arrivée, on a pu quand même, et d'ailleurs c'est notre laboratoire avec la caméra Shiva qui a obtenu ces images, on a fait le premier panorama. On espérait un panorama de la surface de la comète. On a eu quelque chose qui était encore plus intéressant, un panorama sous la surface de la comète, une espèce de coupe verticale de ce à quoi ressemble une comète quand vous êtes à 1 mètre dessous et vous regardez la paroi de la cavité. L'échelle, c'est à peu près 1 mètre ici. Alors deuxième exemple, Bepi Colombo. Alors vous voyez que c'est une espèce d'objet assez étrange. Pourquoi? Parce que ça a été mentionné par Bernard Foin et s'appuie sur la propulsion ionique. Vous voyez les 2 petites lumières bleues là, en fait c'est une image d'artiste. La propulsion ionique, ça consiste à envoyer des ions à une vitesse très élevée, ce qui fait qu'avec peu de masse, vous pouvez pousser longtemps et beaucoup. Alors ça marche très bien, mais par contre, il y a une loi de la physique que vous connaissez sûrement, qui est que la quantité de mouvement c'est mv, l'énergie c'est mv2. Et donc, pour avoir cette capacité, il faut énormément d'énergie,
Alors BP Combo a d'énormes panneaux solaires sur ce module, qui est le module de propulsion ionique. Il a la chance qu'on se rapproche du Soleil, on arrive pratiquement à 10 fois plus de flux solaire que sur la Terre, donc c'est un très bon cas pour faire de la propulsion électrique, puisque vous avez plein d'énergie solaire. Et en plus, c'est de l'énergie propre. Alors, si vous regardez l'engin, c'est vraiment 4 tonnes de technologie en route vers Mercure. Vous avez 4 modules, le module de propulsion ionique, l'orbiteur européen qui doit regarder la surface, l'orbiteur japonais qui doit regarder l'environnement, le tout dans un contexte extraordinairement difficile du point de vue thermique. Vous avez le Soleil qui vous envoie 1 mégawatt, pardon, je dis des conneries, 100 kW par mètre carré de derrière. Vous avez Mercure qui est à peu près à 700 degrés qui vous envoie la même chose d'en dessous, et il faut que votre sonde, elle résiste. Donc c'est vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de retard d'ailleurs, mais ça a fini par être lancé avec succès après avoir résolu tous ces problèmes techniques. Encore un exemple qui ressemble un peu à de la science-fiction, c'est le véhicule ExoMars. Alors, vous avez ici la plateforme russe qui s'appelle Kazachok, c'est très mignon, c'est une danse cosaque. Et vous avez le véhicule en train d'essayer de descendre les rampes avec une charge utile entièrement dédiée à l'exobiologie. Et en particulier la recherche de traces de vie fossile. Moi, mon point de vue personnel, c'est que la vie aujourd'hui sur Mars est très peu probable, mais les instruments dont je vous ai parlé ont montré que tout au début de l'histoire de la planète, il y avait de l'eau liquide pendant 400 millions d'années. Et ça suffit, en particulier sur Terre, pour développer une forme de vie. Donc c'est très important de voir si dans les deux cas du système solaire où on sait qu'il y a eu de l'eau liquide, la vie est apparue de manière indépendante. Si c'est le cas, ça veut dire que partout dans l'univers où il y a la même équation de l'eau liquide pendant 400-500 millions d'années, la vie est probablement apparue. Donc l'enjeu est vraiment énorme. Alors la mission, dernière mission dont je vais vous parler, c'est la mission JUICE vers Jupiter et ses lunes. Là aussi, deux objectifs, ce qu'on appelle la planétologie comparée. Autour de Jupiter et Jupiter lui-même, vous avez 5 des 14 objets du système solaire qui sont de taille planétaire. Et en particulier, Ganymède, c'est le plus gros des satellites du système solaire. Il a un rayon de 2630 km, c'est plus gros que Mercure. Donc vous avez un satellite qui est plus gros qu'une planète, toute une surface à explorer, toute une diversité. Ce sont vraiment des enjeux extraordinaires, comme d'ailleurs les 3 autres satellites galiléens et Jupiter lui-même. Alors, pour l'exobiologie, où est l'intérêt? C'est que les satellites de glace du système de Jupiter, on sait de façon clair, d'après leur surface, d'après la manière dont ils évoluent, qu'ils ont des océans, mais sous la surface. Alors, il faut confirmer l'existence de cette eau liquide. Après, aller envoyer des sous-marins sur les surfaces d'Europe, là, on entre dans un domaine d'ambition que Leonardo n'aurait pas renié. Mais ce sont des missions probablement assez chères. Néanmoins, il y a effectivement un enjeu. C'est l'autre endroit du système solaire avec Mars où on pense qu'il y a même encore aujourd'hui de l'eau liquide. Alors là, vous avez 10 instruments. Alors, pardon, j'ai oublié de mentionner, là aussi, le défi technologique, l'environnement de Jupiter, c'est 100 fois plus intense que la magnétosphère terrestre. Ça crame tout. Donc, il faut tout blinder, c'est très compliqué. Pour exploiter les données qui vont être pourries par des ions et des électrons qui vont essayer de déposer des charges, il faut faire des procédures de nettoyage à bord très complexes. Et donc, c'est là aussi un enjeu technologique, comme BP Colombo avec le thermique, mais dans un autre critère. Au niveau de la charge utile, 4 instruments, 3 sous responsabilité italienne et 1 sous responsabilité française. Cet équilibre-là, 40%, j'ai parlé du rôle majeur de l'Italie et de la France, c'est à peu près ce que vous avez eu sur toutes les missions planétaires européennes. 40% de la charge utile venait de la France et de l'Italie. Alors l'instrument dont je suis responsable, c'est MAGIS, c'est un spectromètre imageur visible au point infrarouge. Vous avez un exposé sur les œuvres d'art qui montre l'intérêt de ce type de domaine de longueur d'onde. Ben là, on va regarder les surfaces pour voir leur composition. Et là aussi, c'est une collaboration entre la France et l'Italie. Ma conclusion, l'exploration planétaire, c'est une grande aventure technologique. Et donc, dans ce domaine, le pays d'accueil de Leonardo, la France et sa patrie, l'Italie, sont restés fidèles à son héritage. Je vous remercie.